Bonjour Monsieur Ménès. C'est bien. Je suis venu ici pour vous poser quelques questions sur le surendettement. Et la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui définit le surendettement? Vaste question. Ce surendettement, c'est l'incapacité pour un individu ou un ménage de faire face à ses dettes. C'est presque tiré d'une définition du Code de commerce qui définit donc l'état de cessation des paiements pour une entreprise. C'est être dans l'incapacité de faire face avec son actif disponible, son passif exigible. Voilà. C'est-à-dire que les dettes l'emportent sur les revenus. Et donc à un moment donné, un couple, un individu se trouve en incapacité de faire face au remboursement de ses dettes. C'est ça le surendettement, ni plus ni moins. Alors il y a deux solutions prévues par la loi. On peut rentrer tout de suite dans l'économie générale de ce que prévoit la loi sur le surendettement. C'est soit vous avez des revenus suffisants pour envisager de régler vos dettes au moyen d'un échéancier, d'un délai. Donc là on rentre dans ce qu'on appelle l'aspect plan, remboursement, que la Banque de France peut élaborer jusque pendant 8 ans. Soit vous êtes dans l'incapacité de rembourser vos dettes, vous êtes dans une situation irrémédiablement compromise, comme dit la loi. C'est-à-dire que vos revenus vous permettent à peine de faire face à vos charges courantes et donc vous n'avez aucune capacité de remboursement de vos dettes. Et à ce moment-là, c'est la phase de l'effacement des dettes, ce qu'on appelle le rétablissement personnel par la loi. Comment la loi protège ces personnes-là qui sont en capacité, qui sont justement surendettées? Alors la loi les protège de manière très simple, c'est que ils sont protégés durant la procédure. D'abord, il y a une phase de recevabilité de leur dossier. Si on voit qu'ils sont de bonne foi, c'est quand même des conditions. Il faut qu'ils soient de bonne foi. Il y a il y a de multiples débats sur la question de la bonne foi. Le créancier a souvent, enfin pas toujours, mais souvent tendance à considérer que son débiteur s'est mis lui-même dans une situation de surendettement et donc il n'a pas été très loyal à l'égard de ses obligations. Et donc la bonne foi est souvent discutée, qui est une des conditions de la loi. Un débiteur de mauvaise foi ne peut pas bénéficier des lois. Mais s'il est de bonne foi, ou si le juge considère qu'il est de bonne foi, il peut donc bénéficier de cette loi qui est une loi de protection, d'ordre public de protection. C'est-à-dire que dès le débiteur est déclaré recevable au surendettement, plus aucun créancier ne peut le poursuivre, il est protégé. Il y a une sorte de bulle de protection pendant tout le temps de la procédure, jusqu'à ce qu'on trouve une solution, qui est soit donc le plan d'appurement sur plusieurs années, soit l'effacement des dettes s'il n'y a aucune capacité de remboursement. Voilà. Vous avez un cas précis, par exemple, pour une personne qui aurait, par exemple, 3 enfants, un mari qui est au chômage et une dame qui ne travaille pas. Bon, chaque dossier est différent, donc on fait des calculs en fonction des situations. La Banque de France a élaboré un certain nombre de critères. Généralement, le raisonnement est celui-là, qui est également celui du juge, quand le juge est saisi, dans les cas de contestation. Le juge n'est plus saisi que dans les cas de contestation désormais. On détermine les revenus d'un individu ou d'un ménage, d'une famille, cumulés des parents, tous les revenus, c'est-à-dire les revenus du travail, les revenus du capital, d'éventuels loyers provenant de propriété, des allocations familiales. Donc on prend l'intégralité des revenus, on regarde les charges qui viennent en déduction des revenus, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, le téléphone, les assurances, les charges fixes. Et puis à partir de là, on détermine par déduction ce qu'on appelle un reste à vivre, qui est un solde disponible qui permet donc à la famille de se nourrir, de s'habiller, et puis de payer ses charges, l'essence du véhicule, et puis les vacances, les loisirs, enfin tout ce qu'on... Voilà.
Ça me permet de... Ah, pardon, excusez-moi. Non, je vous explique juste. Donc la Banque de France a élaboré des montants pour tout ça, le reste à vivre. Donc en 2011, on considérait que c'était 520 € pour une personne. Hein, voilà. S'il était en dessous, il n'avait aucune capacité de remboursement. Au-dessus, donc une fois qu'il avait payé ses charges, on est bien d'accord, hein, ce qui lui reste vraiment à vivre pour manger et s'habiller. Et puis 184 € par personne supplémentaire. Hein. Ce qui fait que, calculer, un conjoint, ça faisait 600 €, enfin 2 individus, 2 conjoints, ça fait 500, 600, 700 €. Voilà. Et 880 avec un enfant, et puis à chaque fois vous rajoutez 180 €. Voilà. Du coup, je me permets de rebondir sur ce que vous dites. Et les pratiques qui reviennent le plus souvent chez les personnes surendettées, c'est... Les pratiques, c'est-à-dire les conditions du surendettement. Voilà, les conditions. Alors elles ont changé, je pense qu'elles ont changé. Il y a quelques années, on avait un surendettement qui était vraiment pointé du doigt parce que c'était un surendettement de crédit. C'est une accumulation de crédit, c'était des spirales. Il y a eu des cris d'alarme qui ont été lancés sur cette question-là. Les sociétés de crédit ont été mises à l'index, donc se sont disciplinées. Les banques se sont disciplinées. Et donc, depuis quelque temps, on n'assiste plus tellement à ce type d'endettement, qui est vraiment très résiduel, moi je trouve, dans ma pratique. En revanche, ce à quoi on assiste, c'est un endettement de la pauvreté. C'est-à-dire tout simplement des revenus insuffisants pour faire face aux charges de la vie civile, de la vie courante. Et donc, chaque mois, il y a un dépôt de dette qui se constitue. Et puis au bout d'un moment, on arrive à une situation qui est totalement compromise, puisqu'il y a une dette de loyer, il y a une dette de téléphone, il y a une dette et qui n'est pas liée du tout, c'est pas une dette de crédit, hein, vous comprenez bien, c'est une dette de la pauvreté. Et donc, c'est à ce moment-là que vous intervenez, quand ils sont en capacité, enfin, quand ils sont surendettés, comment vous définiriez votre travail? Alors, le juge du surendettement, il est maintenant au sommet du... Comment dire ça, c'est le juge du recours. L'organe chargé du surendettement, c'est la Banque de France. Voilà, c'est la reconversion de la Banque de France. Et donc, c'est les services de la Banque de France qui reçoivent les débiteurs et qui élaborent des solutions avec eux. Et le juge n'est là que pour soit homologuer la solution, ce qui est une procédure très rapide, sur papier, très légère et qui va maintenant vite, soit statuer sur des contestations, parce qu'il y a des créanciers qui contestent parfois les solutions élaborées par la Banque de France, qui ne sont pas d'accord, ils considèrent que les débiteurs sont propriétaires d'un immeuble, ou ils sont de mauvaise foi, voilà. Et donc là, il y a des contestations, hein, à tous les niveaux de la procédure, aussi bien à la recevabilité au début qu'ensuite sur les élaborations de la Banque de France, hein, les solutions trouvées par la Banque de France. Les créanciers ont un droit de regard, ils peuvent contester. À ce moment-là, c'est le juge qui doit statuer. Voilà. La partie la plus difficile donc, à traiter dans ces dossiers, ou dans les dossiers en général? Vous parlez des audiences? Oui, dans les audiences. C'est le rôle du juge. L'office du juge, c'est d'entendre les parties, c'est d'entendre celui qui conteste, le créancier qui conteste, pourquoi il conteste, la situation du débiteur et trouver une solution. La partie la plus difficile d'un juge, c'est rédiger le jugement, mais c'est son métier à la fois. Mais c'est la plus difficile, évidemment, parce qu'il faut motiver la décision. Hein. C'est pas toujours très simple, parce qu'on comprend, parce que les créanciers ne voient jamais d'un bon œil leurs créances effacées, par exemple, ou réglées sur 8 ans. Bon, voilà. Alors, les institutionnels, les créanciers institutionnels, les banques, les compagnies, les crédits, les compagnies d'assurance, ont les reins suffisamment solides pour pouvoir soit supporter un effacement, soit un étalement du remboursement. En revanche, les créanciers, personnes privées, par exemple un bailleur qui est propriétaire de son immeuble, qui donne en location à quelqu'un qui ne peut pas payer, qui se retrouve en surendettement, c'est une perte directe sur le patrimoine de ce particulier qui s'est effacé. Donc il y a une inégalité de traitement, il y a une égalité de traitement selon la loi entre les créanciers privés et les créanciers institutionnels. Or, en réalité, ce n'est pas du tout vécu de la même manière. Voilà. C'est ça qui est compliqué pour un juge. Est-ce que vous prenez en compte la situation sociale et psychologique pour vous, est-ce que vous voyez la différence
entre les différents dossiers, les personnes qui sont en face de vous, Bien sûr. leur comportement. Est-ce que vous pouvez, ce sera un travail personnel, enfin, qu'est-ce que vous pensez de leur situation sociale et psychologique à toutes ces personnes qui se... Bon, personnel. bon, c'est très compliqué le surendettement parce qu'il y a une dimension humiliante, hein, à venir devant un juge et exposer sa défaillance en quelque sorte, hein, sa défaillance d'être de citoyen, de citoyen économique aussi, hein, donc il y a une défaillance sociale, personnelle, une déchéance personnelle qui est vécue comme ça. Hein, bon, à la fois, il y a toujours eu des gens cabossés par la vie à toutes les époques. Aujourd'hui, ça a tendance un petit peu à se multiplier, hein, puisque je crois savoir que les dossiers, les dépôts de dossiers de surendettement s'enflamment hein, actuellement. Et donc, on est dans des situations psychologiques très dures, quoi, vraiment, liées sans doute à une forme de modernité qui est de plus en plus exigeante sur le plan économique, avec des postes de dépenses qui n'existaient pas à une certaine époque, le téléphone, la téléphonie a pris une place considérable dans les budgets, l'énergie prend une place considérable dans les budgets, chauffage, essence des véhicules, et donc il y a une espèce d'inflation de la défaillance qui fait qu'effectivement, quand on se retrouve devant le juge dans une situation de surendettement, ça peut être vécu de manière humiliante. Je dirais juste une chose, ça me paraît assez important de le signaler. Le profil aujourd'hui, selon mon expérience, hein, je ne voudrais pas en faire une loi générale, je ne voudrais pas que ce soit interprété comme quelque chose d'universel, et peut-être que j'ai des collègues qui pourraient ne pas être d'accord avec moi. Mon expérience à moi, depuis quelques années que je fais ce métier, c'est que le profil aujourd'hui de la personne surendettée, c'est une femme de plus de 40 ans, qui n'a pas d'activité professionnelle, ou qui n'a pas de compétences